nous essayons de répondre à la question: est-il permis de désobéir aux lois? Un premier point, la question ne se pose bien entendu que si l'infraction à la loi est possible. Et par conséquent, vous voyez que cette question exclut d'emblée le champ de ce qu'on appelle les lois de la nature, dans la mesure où, vous le savez bien, l'infraction aux lois de la nature n'est pas possible. Ceci nous amène donc à reprendre, vous devez connaître cela, la distinction entre loi de la nature et loi de la cité, loi de l'État. Il s'agit bien ici des lois de la cité, à propos desquelles il nous est demandé s'il est permis de leur désobéir. La question a un sens, puisque c'est possible, et cela en raison du fait que l'obéissance aux lois de la cité intervient à travers le comportement du citoyen, ou peut-être plus précisément, je vais employer un langage qui ressemble davantage à de la philosophie, intervient par la médiation de la volonté des citoyens, et peut-être par la médiation d'une volonté libre. Donc comment peut-on à la fois être libre et obéir aux lois, alors qu'obéir aux lois se donne selon ce choix qu'il est possible, au moins physiquement, matériellement, de ne pas leur obéir. Alors, au premier abord, la question, c'est forcément la première réponse que nous pouvons apporter. Cette question, ce problème, est-il permis de désobéir aux lois? D'un point de vue simplement formel, paraît extrêmement artificiel. Et par là, d'une certaine manière, je critique ou je critiquerai la question qui m'avait été posée l'année dernière après la lecture du texte de Pascal. Mais tout au long de cette réflexion ce matin, nous allons néanmoins la justifier, donc je ne récuse pas du tout cette question. Mais elle a un aspect artificiel qu'il ne faut pas sous-estimer. D'abord, première chose, c'est: est-il permis de désobéir aux lois? Par qui? Alors, ou bien c'est la loi elle-même qui autorise la désobéissance. Je veux bien employer le conditionnel. Ça pourrait être la loi elle-même qui autorise la désobéissance. Vous voyez là que le problème est immédiatement artificiel, sinon faux, parce que la loi ne peut pas permettre qu'on lui désobéisse. Ce serait contradictoire. Nous allons approfondir un peu cela. Mais le principe même de la loi, et c'est cela que nous avons dégagé l'année dernière à la lecture du fragment 62 de Pascal, 62 dans la numérotation qui est celle de votre recueil, Le Guerne. C'est le principe même de la loi que celui qui y obéit n'est pas juge de la loi, n'est pas juge de sa valeur. Et par conséquent, c'est ce que dit Pascal lorsqu'il dit qu'on doit obéir à la loi parce qu'elle est la loi, et non pas parce qu'elle serait juste. Nous n'avons pas à juger de notre comportement face à la loi, on obéit parce que c'est la loi, et en un sens, un point c'est tout. C'est le principe même de la loi. Il est donc inconcevable que la loi autorise à désobéir à la loi. Premier point. Maintenant, deuxième version. On peut imaginer que c'est une instance supérieure à la loi qui nous dirait, là, il faut désobéir, qui autoriserait en quelque sorte la désobéissance. Alors, peut-être, mais vous voyez que dans ce cas, si nous admettons et écoutons une instance, quelle qu'elle soit, nous verrons après, supérieure à la loi, cela revient, encore une fois, à supprimer toute loi,
puisque, je le répète, le principe de la loi, c'est qu'on renonce à être juge. Donc on renonce également à se référer à une instance qui lui serait supérieure. Donc, du point de vue, attention, du point de vue de l'obéissance qui est due à la loi, c'est-à-dire du point de vue du citoyen vivant sous l'administration des lois. Vous voyez que ce point de vue n'est pas le même que celui de la source de la loi. Du point de vue de l'obéissance à la loi, ça veut dire du point de vue de celui qui est sous la juridiction des lois, et non pas du point de vue de celui ou de ceux qui font la loi, ce qu'on appelle chez nous le pouvoir législatif. Eh bien, du point de vue de l'obéissance à la loi, donc, la loi récuse par définition toute instance qui lui serait supérieure. Et la seule instance, si vous voulez, pour l'instant, que nous pouvons imaginer supérieure à la loi, c'est ce qui relève du pouvoir législatif, de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire d'instances qui, en tant que telles, font la loi, mais n'y sont pas soumises. Mais ce n'est pas la même chose de faire la loi ou de vivre sous le régime d'une loi. Je contracte un petit peu, ou je résume, ou je synthétise, le mot est plus joli. Si l'on est assujetti aux lois, c'est-à-dire citoyen vivant sous un certain régime légal, si l'on est assujetti aux lois, on n'a pas le droit d'y désobéir, et si l'on est au-dessus des lois, dans ce cas-là, on n'y est pas assujetti, et on ne peut pas parler de désobéissance. Lorsque le pouvoir législatif, lorsque la Chambre des députés abroge une loi ou en propose et définit une autre, elle ne désobéit pas à la loi, elle fait la loi, et cela parce qu'elle n'y est pas soumise. Je pense que ces choses-là sont à peu près claires, je n'insiste pas. Alors, on pourrait s'arrêter là, et la question serait réglée. Mais allons un peu plus loin, parce que le problème paraît tout de même un peu confus. Notamment en cela que la question posée présuppose l'existence d'une instance supérieure aux lois. Et en même temps, présuppose que l'on reste sur le terrain du droit, puisqu'on nous demande « est-il permis ?» Et présuppose aussi que le fait est mis de côté. Ça arrive qu'il y ait des gens qui désobéissent aux lois, c'est même très fréquent. Mais ce qu'on nous demande, c'est pas si ça arrive, c'est si c'est permis. C'est-à-dire s'ils peuvent le faire, la contradiction dont on parlait tout à l'heure, conformément à la loi, ce qui paraît d'emblée absurde. Alors, examinons un peu le cas des diverses instances supérieures possibles. Une instance supérieure, ça peut être une instance qui relèverait de la science. Moi, je sais que telle chose est mieux que ce que la loi prescrit. Ça peut être une instance qui relèverait de ce que nous appelons la conscience. Quelque chose me dit que obéir à cette loi, c'est ignoble. Ça peut être une révélation divine, contraire aux prescriptions d'une religion que l'on tient pour supérieure à la loi de la cité. Ça peut être une prescription morale, etc. Vous voyez simplement que ces instances sont toujours des instances, puisqu'elles ne relèvent pas de la loi ou de la cité, mais de seuls individus, sont toujours des instances qu'on appellera, j'emploie ce terme en l'empruntant à un philosophe que vous connaissez un peu, qui s'appelle Hegel. Ces instances sont toujours des instances subjectives, c'est-à-dire qui ne valent que pour l'individu. C'est comme individu que je reconnais la loi que me donne, par exemple, ma conscience. C'est en tant qu'individu que cette loi vaut. Et s'agissant donc d'instances de nature subjective,
vous voyez qu'il y a, c'est ce que montre Pascal, une discussion infinie pour savoir s'il y en a qui sont valables, plus valables que d'autres, ou plus valables que la loi elle-même. Il y a une discussion infinie, et le problème ne peut trouver un commencement de sens que si l'État, que si la source de la loi reconnaît ce qui arrive, c'est pour ça que je voudrais compliquer, ce qui arrive souvent, que si l'État qui est source de la loi reconnaît en quelque sorte la concurrence de ce genre d'instance à côté des lois. Alors ça a l'air contradictoire, ça a l'air absurde, et en un sens ça l'est. Bien entendu que la loi ne peut pas autoriser qu'on lui désobéisse, mais néanmoins c'est incontournable et c'est essentiel, parce que Pascal dit aussi, il dit il faut obéir aux lois non pas parce qu'elles sont justes, mais parce que ce sont des lois. Mais il dit aussi que les gens n'obéissent aux lois, je cite, qu'à cause qu'ils les croient justes. En d'autres termes, il est essentiel, c'est Pascal qui le dit tout en disant qu'on obéit aux lois parce que ce sont des lois. Néanmoins, il est essentiel dans une cité que ceux qui obéissent aux lois croient que ces lois sont justes, le fassent au nom de la justice. Sinon, ça ne marche pas. Et par conséquent, cette instance subjective a une place qui doit être reconnue. Et j'ajouterais même, c'est probablement une exigence fondamentale dans un État bien administré, dans un État, dans une vie politique heureuse, c'est une exigence fondamentale que la loi respecte les convictions des citoyens. Si la loi énonce des prescriptions contraires aux convictions des citoyens, alors certes, ça n'autorise pas à y désobéir, mais ça pose quand même un sérieux problème. Parce que, précisément, dans une cité bien gérée, les citoyens obéissent consciemment, intelligemment, volontairement à la loi, n'ont pas le sentiment de se renier en obéissant à la loi. C'est ce qu'on pourrait appeler, si nous y revenons, l'impératif ou l'exigence de tolérance. La loi est obligée de prendre en compte les valeurs individuelles des citoyens. Ou alors nous sommes dans un État autoritaire, dans un État qui ne tient pas compte de ce que veulent les citoyens, et donc ce n'est pas réellement un bon État. Alors, vous voyez que cela n'empêche pas qu'il n'est jamais permis de désobéir aux lois, que cela n'empêche pas de le faire, et que si on le fait, justement, on ne demande pas la permission. Le cas des infractions, les gens désobéissent aux lois sans demander la permission. Alors, nous, dans le fait que aucune instance, même s'il faut leur reconnaître une certaine validité, aucune instance subjective individuelle n'est supérieure aux lois, vous voyez que cela n'est pas incompatible avec le fait que l'obéissance à la loi, semble-t-il, ne peut pas admettre d'exception. Et cela d'autant plus que la loi est faite précisément, c'est un des sens de la loi qu'il ne faut pas oublier, la loi est faite pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Elle est faite, comme dit Spinoza, elle est faite pour les ignorants. Il prend l'exemple des lois de Dieu données à Moïse. La loi a pour fonction de guider celui qui ne sait pas. Et par conséquent, il est évident qu'on ne va pas opposer à la loi un savoir alors qu'elle a pour fonction de guider celui qui ne sait pas. Elle nous dit toujours très clairement ce que nous devons faire, ce qui n'est pas toujours le cas, ça je reviens à Pascal, de la morale. Certes, vous pouvez avoir le sentiment que la voix de votre conscience est claire, mais la personne qui vit à côté de vous
aura le même sentiment s'agissant d'une prescription opposée. Alors que dans la cité, la loi de la cité est claire. Alors justement, clarifions. On peut essayer de dégager rapidement, après on abordera le morceau peut-être principal, les fondements de l'obéissance à la loi. Pour quelles raisons n'est-il pas permis de désobéir à la loi, ou pour quelles raisons, plus positivement, obéit-on à la loi? Alors, deux approches ici, nullement incompatibles d'ailleurs. La première raison pour laquelle nous obéissons et devons obéir à la loi relève, disons très généralement, du pacte social, c'est-à-dire d'une certaine façon de penser l'existence en société. Et ce qui fonde alors la soumission à la loi, c'est tout simplement le fait, c'est ça qui fait qu'elle a un sens, c'est ce qu'explique un philosophe comme Hobbes, que vous connaissez aussi peut-être. La soumission, je n'ai l'obligation que j'ai de me soumettre à la loi repose sur le fait que les autres, sans exception, ont la même obligation. En d'autres termes, je ne suis fondé à obéir à la loi que si la loi est la même pour tout le monde. Si je vois que je suis le seul à être, comment dit-on, chopé pour un excès de vitesse, c'est pas juste. En revanche, si je suis chopé pour un excès de vitesse, je n'ai pas à discuter, je dois me plier à la loi, précisément parce que tous ceux qui commettent le même excès de vitesse auront la même sanction. En tout cas, c'est ça qui fonde la loi. Vous voyez qu'on pourrait prendre, je suis autorisé à être un petit peu provocateur, d'autres exemples. Dans le métro, je ne tiens pas la porte à ceux qui ne payent pas. Parce que la seule chose qui autorise à me faire payer, moi je paye, c'est que tous les autres payent. Donc je n'ai aucune raison d'accepter que d'autres ne payent pas, étant donné que moi je paye et que je respecte la loi de ce point de vue. Pardonnez cet exemple un peu anecdotique, mais je veux dire, il faut bien comprendre que le sens de l'obéissance à la loi, c'est vraiment que personne n'est au-dessus des lois. On peut même aller plus loin. Celui qui prend sur lui individuellement de désobéir à la loi, il y a un côté dictateur en herbe là-dedans. C'est pas lui qui fait la loi, c'est pas lui qui décide des prix de la RATP, etc., etc. Bon, la deuxième chose qui fonde l'obéissance à la loi, c'est ce que nous appellerons la prescription de la raison. C'est que c'est raisonnable. Là, je reprends, mais tous les philosophes le disent, je reprends Spinoza. L'homme raisonnable qui vit en société, c'est la raison elle-même qui lui conseille de ne pas se servir de sa raison, mais d'obéir aux lois pour agir. Donc il y a des cas où sa raison lui dit autre chose, mais sa raison lui dit d'abord que vivant en société, avec ses lois, il faut obéir aux lois. Donc on renonce à son propre jugement à partir de son propre jugement quand on est raisonnable. Je conclus sur ce point. Tout cela doit faire voir très clairement que l'obéissance aux lois est liée à la notion d'égalité devant la loi. Et que par conséquent, toute exception à la loi est une rupture d'égalité. Ce qui nous met évidemment dans le champ d'un État démocratiquement constitué. Nous reviendrons sur ce point. Alors, maintenant, je voudrais analyser les choses par rapport à, comment dirais-je, un approfondissement possible. Bon, il y a deux manières, non pas de désobéir à la loi, mais de, comment dirais-je, d'analyser ou de justifier éventuellement la désobéissance à la loi, et de la justifier éventuellement par ces instances supérieures dont on parlait tout à l'heure. Donc, deux parties me restent à traiter. Alors peut-être traiterons-nous l'une d'elles dans la seconde moitié, on verra. Bon, d'abord, il faut
essayer de traiter du cas de la désobéissance à la loi dans les limites de la loi. C'est-à-dire d'une désobéissance à la loi qui n'est pas nécessairement illégale. En tout cas, il faut voir. La deuxième partie, je vous propose d'examiner la désobéissance à la loi hors des limites de la loi. Alors, je ne voudrais pas répéter indéfiniment, mais nous avons vu que la loi, en tout cas la loi de l'État, ne peut reconnaître aucune instance qui lui soit supérieure. Ce serait contradictoire. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est ordinairement admis. C'est le sens de l'adage « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça veut dire que ça ne communique pas. Ça veut dire que la loi de l'État n'a de compte à rendre à aucune autorité autre que le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'État lui-même. Et si la loi de Dieu semble entrer en conflit, on expliquera que ça ne se rapporte pas aux mêmes choses et on cloisonne, ce qui évite une contradiction. C'est une problématique très traditionnelle. Bon, cela dit, et dans les limites de la loi justement, je voudrais vous montrer que la loi peut gérer des exceptions ou des cas particuliers, sans aucune contradiction. Cela au titre d'abord du bon sens. La loi ne peut pas vous demander d'être stupide. Je prends l'exemple de bon sens. Bon, la propriété est protégée par la loi. Cela dit, si dans une maison qui brûle, il faut sauver quelqu'un, vous y pénétrerez quand même, ou alors vous êtes un abruti. Et ce n'est pas illégal. C'est ce qu'on appelle la nécessité, qui est un cas d'exception à la loi, ou comme on dit, c'est un adage dont voici le sens. L'exception confirme la loi. Ça veut dire que comme cette exception est reconnue par la loi, eh bien dans ce cas-là, si vous enfreignez la loi, c'est conforme à la loi. Elle n'est donc pas atteinte. Au contraire, elle est appliquée. Donc il y a l'exception du bon sens, de la nécessité, ou l'exception aussi, je dirais, je l'ai déjà évoqué, mais je crois que c'est très important, j'y reviendrai donc, le respect des convictions, la tolérance. Le texte de saint Thomas que je vous ai donné en appendice nous permettra de recueillir la problématique traditionnelle de certaines exceptions à la loi, la problématique de l'équité. Alors l'équité, justement, j'en dis deux mots maintenant, ça veut dire que si la loi en aucun cas ne nous laisse le pouvoir de décider, c'est jamais permis de désobéir à la loi. La loi demande néanmoins, et vous avez fait suffisamment de philosophie pour comprendre que ça n'est pas contradictoire, bien au contraire. La loi demande une obéissance intelligente et éclairée. La formule « bête et disciplinée » ne convient pas pour la loi dans une cité respectable. L'obéissance à la loi est toujours absolue, mais cela n'empêche pas qu'elle soit toujours, au contraire, intelligente. Et j'ajouterais que c'est même la cité, l'État, qui rend cette forme d'obéissance possible et effective, qui fait que ce qui est raisonnable, c'est justement que l'intelligence soit intelligente, ne serait-ce que parce que un État bien fait donne aussi aux citoyens une éducation, une instruction, que parce que dans un État bien fait, les citoyens comprennent ce qui se passe. Et il est donc essentiel que l'intelligence soit au centre de l'obéissance. Et par là, les citoyens doivent comprendre et accepter la loi à laquelle ils sont tenus d'obéir néanmoins absolument. Alors, en ce sens, l'équité, saint Thomas l'explique de plus près, n'est pas désobéissance aux lois, mais application de la loi. Et vous voyez que cet aspect des choses, je reviens à notre sujet, il est à la fois hors sujet, puisqu'il ne s'agit pas dans ce cas-là de désobéir à la loi, et en même temps au cœur du sujet, puisque ça permet de répondre par la négative. Il n'est jamais permis de désobéir à la loi. Quand on vous oppose « Ah, mais pour sauver quelqu'un, je suis obligé d'enfreindre le droit de propriété », mais c'est conforme à la loi.
Vous ne désobéissez pas à la loi en faisant cela, au contraire. Alors, l'exception, pour en parler, si on peut dire plus en général, il existe des exceptions qui ne relèvent ni de la nécessité, ni de l'équité. Mais ça, c'est jamais permis par la loi, même si ça peut être dans certains cas prévu par la loi. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, on n'y contrevient pas. Il existe ce qu'on appelle des dérogations. Mais la dérogation, c'est justement la procédure légale pour désobéir, ou plutôt pour ne pas appliquer une loi, parce que ce n'est plus de la désobéissance. De même, le cas qui avait été avancé l'année dernière, qui n'est pas tout à fait celui qui convient ici, le cas de la désobéissance aux ordres illégaux. Alors je voudrais rappeler d'une part que c'est, au moins chez nous, la loi qui prescrit que nous devons désobéir à des ordres illégaux. C'est-à-dire si nous y obéissions, c'est là que nous serions dans l'illégalité. Donc la désobéissance aux ordres illégaux, lorsqu'elle est prévue par la loi, n'est pas une infraction à la loi. Et d'une manière générale, tous les cas que nous avons évoqués. Alors maintenant, et en dehors de cela, l'infraction présente plusieurs formes. L'infraction qui n'est pas autorisée. Et je crois qu'il est important de les dégager. Je vous les indique d'abord, on les prend après une à une. On distinguera 3 formes d'infraction, ou 3 manières de désobéir aux lois, qui ne sont pas autorisées. Alors, il y a d'une part ce que nous appellerons le tort de bonne foi. Je reprends un peu cette expression encore au transport en commun, où dans certains cas, quand vous avez perdu votre billet, n'importe quoi, on considère que le voyageur est de bonne foi. Et dans ce cas-là, l'amende est minorée. À côté, donc, du tort de bonne foi, il y a la fraude, qui est un autre cas, vous le voyez, un peu différent. Et puis, il y a un troisième cas que nous appellerons, j'emprunte encore le terme à Hegel, mais peu importe, que nous appellerons l'hypocrisie. J'analyse un petit peu. Alors, bon, le tort de bonne foi, désobéir à la loi pour, comment dirais-je, pour chercher son avantage ou parce que ça se trouve comme ça, c'est quelque chose de tout à fait banal et compréhensible. Tout le monde ne respecte pas les limitations de vitesse, et comme on dit quand on se fait prendre, j'ai pas fait attention. Bon, ça arrive. Et il arrive dans de multiples cas et d'autres exemples que l'on ne respecte pas la loi. Mais c'est justement cela que la loi interdit. Donc, ce n'est pas autorisé. On reconnaît qu'on n'aurait pas dû, c'est-à-dire chez celui qui est pris en faute ainsi, il n'y a aucune prétention à être dans son droit. On reconnaît qu'on s'est fait prendre, on reconnaît qu'on est coupable, et on ne cherche pas à se justifier. Donc il n'y a pas à dire que c'était permis, non, c'est interdit, oui, c'est interdit. Maintenant, dans l'ordre de la fraude, c'est un peu différent. La fraude, c'est lorsque, tout en désobéissant à la loi, vous vous organisez pour que ça ne se voit pas. Vous vous organisez pour donner l'apparence que vous lui obéissez. Alors vous voyez que ça va plus loin que le fait, qui est humain, de simplement ne pas se faire prendre. Dans le cas de la fraude, le citoyen qui fraude ne reconnaît plus la loi. C'est-à-dire, il tient ce début de dictature dont on parlait. Le citoyen qui fraude pense que la loi est bonne pour les autres, mais pas pour lui. Moi, je dépasse les limitations de vitesse, mais j'ai un bon avocat et j'expliquerai que le panneau n'était pas situé à 10 cm près de là où il fallait. Il y a des ressources, comment dirais-je, de chicane juridique qui feront que je m'en sors, ou même si je fraude tout simplement, je confectionne des titres qui sont faux. Vous voyez que dans ce cas-là, on se cache, mais on recherche systématiquement non pas une justification, mais une apparence, celle d'être un bon citoyen.
Alors vous voyez que ça vous évoque peut-être des personnages connus en philosophie. Dans la République de Platon, il y a un personnage au premier livre, Thrasymachus, qui dit que la justice, c'est bon pour les autres, qui dit que la justice, ça consiste à paraître juste sans l'être. C'est ça qu'il faut faire. Ne pas être juste, chercher son avantage partout, mais avoir l'air juste. Ça, c'est le principe même de la fraude. Et en bas de cela, vous avez évidemment la recherche d'un avantage égoïste. Maintenant, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est la pointe extrême de la fraude. Parce que, bon, quand je fabrique des faux billets ou quand j'essaye de faire croire que je suis juste, je ne mets pas en valeur comme telle la loi ou les valeurs de justice, ou la valeur de la loi. Je m'organise pour qu'on croie que je suis conforme à la loi. C'est-à-dire, la fraude s'organise pour ne pas se faire prendre et donc pour avoir l'air d'agir conformément à la loi. Alors que l'hypocrisie, c'est lorsque vous présentez comme fierté de ne pas obéir à la loi. Je ne paye pas dans le métro, mais le métro doit être gratuit. Pensez aux pauvres, etc. Bon, là, vous ébauchez une justification qui transforme l'obéissance à la loi en mal et la désobéissance à la loi en bien. C'est ça, l'hypocrisie. C'est faire passer ce qui est bien pour un mal et ce qui est mal pour un bien. Vous voyez que ça consiste à donner, en résumé, le nom de justice à l'injustice, ou même dans certains cas, quitte à être provocateur, je veux l'être en entier, ça consiste à appeler générosité ce qui n'est que vol. Je vais dévaliser les magasins de luxe pour les distribuer aux pauvres, à qualifier de voie céleste ou de voie de la conscience ce qui ne se traduit que par les plus archaïques liens du sang ou de la famille. Je pense à Antigone. C'est au nom d'une loi archaïque, plus ancienne que celle de l'État, qu'elle veut désobéir à la loi de la cité. Alors vous voyez que c'est toujours le cas, cette hypocrisie, lorsque l'illégalité vient à être recouverte par une cause généreuse. Alors attention, ça ne veut pas dire que je sois contre les causes généreuses, mais cette utilisation des causes généreuses est scandaleuse. C'est une utilisation des causes généreuses pour prendre le pouvoir, tout simplement. C'est une utilisation des causes généreuses pour couvrir l'illégalité. Alors les exemples qu'on peut prendre, je m'inspire toujours de Hegel, mais ça ne m'excuse pas. Bon, Antigone, Hegel cite aussi l'exemple d'un saint, que vous connaissez sans doute pas, un certain saint Crépin, qui volait du cuir pour confectionner des chaussures aux pauvres. Ben voilà un exemple où on donne le nom de justice à l'injustice, où on transforme en bien quelque chose qui est mal. On cite aussi évidemment Robin des Bois, ce bandit au grand cœur. Ben, ce bandit au grand cœur, c'est un bandit, tout simplement, qui veut le pouvoir. Et qui utilise un idéal de justice pour en venir à ses fins. C'est l'hypocrisie. Et on peut citer aussi, provocation pour provocation, toutes sortes d'actions qui utilisent, je m'en méfie comme de la peste, le qualificatif de citoyen. C'est une illégalité citoyenne ou je ne sais quoi de citoyen. Vous êtes dans le cas de cette hypocrisie que nous essayons d'analyser. Je résume, celui qui s'excepte de la loi commune. N'oubliez pas, la loi, c'est pour tout le monde. Eh bien, il se met au-dessus des autres. Et donc, là, le raisonnement, c'est un dictateur. Et il faut toujours poser cette question lorsqu'on voit que quelqu'un s'affranchit de la loi de cette manière-là. C'est-à-dire, plutôt que la justice, qu'est-ce qu'il recherche ? Ne recherche-t-il pas plutôt son propre intérêt, sa propre réputation, ou un pouvoir, ou en tout cas quelle qu'elle soit? Il recherche une fin contingente
qui n'a aucune raison de nous intéresser, nous, ni d'intéresser la cité. Et cela, ça nous reconduit sous l'administration de la loi, et ça nous renvoie au premier cas, c'est de l'infraction pure et simple. Maintenant, le dernier point, est-ce que vous voulez que je l'aborde maintenant, avant la récréation ou... Ça va sonner dans 3 minutes. Alors, j'introduis le dernier point, qui est un point substantiel. Bon, désobéir à la loi hors des limites de la loi. Bon, vous voyez que ce à quoi on est abouti, que j'ai réduit à l'hypocrisie, peut être tiré dans un autre sens, qui est celui de la subversion. C'est pour ça d'ailleurs que la loi ne peut pas autoriser ce genre de désobéissance. Elle est subversive. Et c'est subversif même si on se réfère à une loi jugée supérieure. C'est-à-dire, vous voyez que ce genre de délinquant, ce qui est grave, c'est qu'il essaye de se donner une sorte de permission de transgresser la loi, alors qu'on peut très bien le faire sans demander l'autorisation. Vous voyez que ce type de délinquant, c'est ça qui est inquiétant, il refuse, et c'est ça qui est subversif, il refuse d'être ramené à la catégorie de l'infraction de droit commun. Il refuserait évidemment qu'on parle d'hypocrisie dans son cas. De même, vous voyez que Antigone, elle est en demeure de choisir, je termine tout de suite ce point, Antigone est en demeure de choisir entre ou bien la subversion hypocrite que j'ai évoquée, c'est-à-dire on ramène son but au simple souci étroit, aveugle, d'honorer les dieux de la famille, de respecter cette loi archaïque. C'était quand même en Grèce les Atrides, hein, c'était pas beau, la famille grecque. Bon, mais elle, vous savez aussi, c'est pour ça que je voudrais tempérer ou du moins nuancer la provocation dont je me rends coupable. Vous savez aussi que Antigone est souvent présentée comme l'héroïne de la libération, de la liberté, de l'insurrection par rapport à l'État. Et donc, plutôt que des lois de la famille, Antigone serait peut-être porteuse d'un universel qui va plus loin que les lois de la cité. Alors, il y a là, avec le cas d'Antigone, nous trouvons les deux versants de ce que nous avons déjà évoqué, mais nous n'en avons pas fini avec elle, les deux versants de la conscience libre. La conscience libre qui est toujours subjective, eh bien, tantôt, elle se ramène à une instance qui moque ou qui critique sans arrêt les lois. Alors, il le faut peut-être, mais c'est une instance qui critique, je dirais, abstraitement l'ordre civil. Alors que l'autre côté, l'autre aspect de la conscience libre, c'est aussi une certaine grandeur, la possibilité d'un destin historique devant lequel s'inclinerait un État injuste. C'est l'autre aspect noble, je dirais, d'Antigone. Alors ça relève du cas de l'insurrection. Alors la première chose que je voudrais remarquer à propos de l'insurrection, c'est qu'elle ne demande aucune autorisation. Et par là, nous ne traitons pas exactement le sujet. Aucune insurrection ne se demande s'il est permis de s'insurger. Et toute insurrection, néanmoins, par là ça revient vers le sujet, se veut au moins libre par rapport à la loi. Mais voyez bien que la loi ne peut pas reconnaître le droit à l'insurrection, pas plus que le droit de désobéir. Alors attention, vous allez me dire que dans les constitutions de beaucoup de pays, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie encore aujourd'hui chez nous de notre constitution, il y a un droit de résistance. Le droit de résistance, je vais pas, vous me croyez, vous avez sous les yeux d'ailleurs cette Déclaration des droits de l'homme, le droit de résistance est cité parmi les droits les plus inaliénables de l'homme. De même, dans certaines constitutions qui n'ont pas eu d'avenir,
il existe un droit d'insurrection, et même dans la Constitution de 93, si je ne m'abuse, un devoir d'insurrection. Alors, je voudrais mettre les points sur les i. Il n'y a là aucune contradiction, même si les constituants de l'époque en ont beaucoup débattu, les historiens le savent. Ça ne fait pas partie de la loi, ni même de la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme est en préambule à la Constitution, ce qui veut dire qu'elle n'a pas la valeur d'un texte légal, et en ce sens, elle en a sans doute moins qu'un texte légal, mais qu'elle a peut-être, en un autre sens, plus de valeur qu'un texte légal. Les préambules aux constitutions sont tenus pour des textes philosophiques. Et c'est un texte philosophique qui déclare les droits de l'homme, parmi lesquels le droit de résistance à l'oppression. Donc, vous voyez qu'il n'y a là aucune contradiction. Ce n'est pas la loi qui autorise à enfreindre la loi. Et par conséquent, l'insurrection n'a pas à demander d'autorisation et, par ailleurs, incontestablement, enfreint la loi. Simplement, l'insurrection est un acte de liberté. Et vous voyez qu'à propos d'une insurrection, on peut se demander, c'est pas comme ne pas respecter une limitation de vitesse. Ça ne saurait être un acte individuel, une insurrection. Et ça doit porter, ça doit avoir un ancrage historique. Parce que dans une insurrection, bon, c'est facile d'en parler comme ça, mais c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave parce que c'est une rupture de la paix civile. C'est pas une simple désobéissance à telle ou telle loi. C'est pas une simple infraction. C'est une remise en question assumée. On ne demande pas l'autorisation à la loi, de la paix civile, de l'ordre établi, de l'ordre civil. Vous permettez qu'on approfondisse, ou qu'on essaye d'approfondir encore un peu. L'insurrection se caractérise donc par sa référence, nécessairement, puisque ça remet ça en question, à une instance supérieure à l'État, supérieure aux lois. Et c'est une instance dont les insurgés affirment s'autoriser pour s'exenter de l'obéissance aux lois. Alors cette instance, ça peut être, je reprends Antigone, ça peut être les dieux, ça peut être, soyons philosophiques au sens le plus large du terme, ça peut être la raison universelle, ça peut être la voie de la conscience chez certains, ça peut être, nous les avons évoqués, les grands principes des droits de l'homme ou de la morale. Bon, vous voyez que on peut trouver beaucoup d'exemples, ce n'est pas cela qui importe, mais vous voyez que quelle que soit la grandeur de l'insurrection, grandeur indéniable, hein, j'y insiste beaucoup, les motifs de l'insurrection ne sont jamais assurés. Je dis cela comme un problème, mais c'est un problème réel, je me semble-t-il. Les motifs de l'insurrection ne sont jamais assurés de ne pas pouvoir être reconduits à ceux de l'infraction pure et simple. D'abord, toute insurrection n'a pas lieu au nom de l'universel ou en vue de l'universel. Ça dépend des cas. Et ensuite, ça arrive, alors ça ne veut pas dire que ce soit justifié pour autant, mais une insurrection matée est le plus souvent réduite après au droit commun et sanctionnée par les lois qui n'ont pas été ébranlées ou qui n'ont pas disparu. Donc il y a ici une zone de complexité que nous ne devons pas oublier. Mais j'en viens quand même à ce que vous attendez légitimement. En fait, et je crois que c'est ça le cas le plus fréquent, je vous ai dit c'est grave, une insurrection, certes, mais je voudrais quand même dédramatiser cette question. Parce que, en venir au cas le plus fréquent, je pourrais dire, bon, si vous voulez, bon, c'est une petite critique que j'adresse à vos prédécesseurs de l'année dernière, mais si vous étiez l'année dernière, vous feriez la même chose et vous auriez raison. Mais je veux dire, évidemment, lorsque je rappelais l'année dernière qu'il n'est jamais permis par la loi de désobéir aux lois, les exemples qui sont venus à l'esprit de vos camarades étaient ceux d'insurrection ou de
de souvenirs insurrectionnels, de désobéissance célèbres en 1940 ou à d'autres moments. Je veux bien, mais c'est un peu faussé, pas tellement l'argumentation, ça importe, mais c'est un peu faussé, je dirais, le jeu, l'élément dont nous disposons pour essayer de penser, parce que précisément, je vous ai dit, c'est grave une insurrection, mais de ce fait, et c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Le régime ordinaire de beaucoup de peuples, Dieu merci, c'est quand même que ce n'est pas tous les jours. Vous voyez par là qu'il y a une importance, une grandeur historique de l'insurrection qui fait qu'elle ne peut pas être prise comme exemple d'infraction aux lois, qu'elle ne peut pas être prise à la légère comme exemple. Et c'est un peu trop facile d'opposer des désobéissances célèbres sans avoir réellement analysé, d'autant qu'on pourrait montrer, dans l'exemple auquel j'ai fait allusion, que ce n'était pas forcément une désobéissance aux lois, c'était une désobéissance à des ordres, et c'était une mise en retrait, en effet, par rapport à l'ordre civil légal, disons. Donc, le plus fréquent, je voudrais analyser le cas le plus fréquent, et ce, dans le cas, j'y reviens, nous n'en sortons pas, puisque c'est le seul où il y a des lois dignes de ce nom, dans le cas des démocraties. Bien, je voudrais vous montrer que l'État peut aller, et même peut-être doit aller, parce qu'un État démocratique, vous me permettez cette formule qui est banale, un État démocratique, c'est un État fort. Il ne faut pas l'oublier, au bon sens de ce mot. Et dans le cas des démocraties, justement, l'État peut aller jusqu'à... Alors, accepter l'insurrection, ce n'est pas son problème, on ne lui demande pas son avis quand on s'insurge, mais peut aller jusqu'à donner explicitement son droit à la conscience qui prétend se mettre au-dessus de lui. C'est ça, d'ailleurs, la grandeur des démocraties, c'est cette vertu dont j'ai cité le nom tout à l'heure, c'est la tolérance, qu'on peut se permettre quand on est fort. C'est-à-dire, on peut parfaitement autoriser, d'ailleurs comment lui interdire, mais nous comprenons, on peut parfaitement valider en quelque sorte le droit de la conscience de se mettre au-dessus de l'État, de se mettre au-dessus des lois et de les juger, même si ça n'autorise en rien la désobéissance. D'où le cas qu'il faudrait analyser en détail, mais que vous connaissez sûrement, le cas dans un certain nombre de lois de ce qu'on appelle les clauses de conscience. Pour reprendre des exemples que vous connaissez, la loi sur l'IVG, bon, les gens, selon leur conscience, ont telle ou telle opinion sur cela. L'État a décidé d'une certaine manière. Mais cela dit, il y a une clause de conscience qui fait qu'un médecin n'est pas obligé d'agir selon sa conscience, et ça n'empêche pas la loi d'être respectée et accomplie. De même, le cas d'une réglementation, dans beaucoup de démocraties, il existe un statut des objecteurs de conscience. Bon, vous comprenez bien qu'aucun État ne peut autoriser la désertion, ne peut autoriser que ceux qui sont requis pour défendre la patrie disent « je m'en vais sous d'autres cieux ». Mais un État fort, précisément, peut permettre que des gens dont la conscience est respectable, qui ne veulent pas tuer, etc., peut permettre de trouver un arrangement qui leur permette de rester dans la communauté nationale. C'est un exemple encore. Alors, c'est pas désobéir aux lois, puisque c'est la loi qui prévoit ce genre de choses, mais je veux dire par là que l'instance, en effet, qui s'estime, se veut supérieure aux lois, peut être, et même doit être, dans beaucoup de cas, reconnue par un État et par des lois dignes de ce nom. On pourrait évoquer aussi d'autres questions qui sont toujours évidemment des questions difficiles, la question de l'euthanasie, par exemple. Alors, vous voyez que cela, c'est une chose parfaitement banale, en quelque sorte, c'est-à-dire une certaine invocation de la raison universelle, voire des lois divines que nous avons évoquées, la loi de la conscience, les grands principes, tout ça. Mais voilà des choses qui sont évidemment capables de se poser au-dessus des lois de l'État, de les juger, de faire voir des valeurs que l'on peut tenir pour supérieures, mais on peut aussi montrer que toutes ces choses, les grands principes, une conscience ainsi évoluée, en réalité et presque toujours,
ce sont justement des produits de la paix civile, des produits de l'État, c'est-à-dire une conscience libre. C'est presque naturel pour tout citoyen d'accéder à ces valeurs de la conscience qui sont au-dessus des lois dans un État où justement il y a de bonnes lois, dans un État qui est bien géré. C'est-à-dire, je voudrais montrer, sans tomber dans l'édification ou la fadeur, mais un État démocratique et raisonnable, c'est sans doute ce qu'il y a de plus civilisateur sur la terre. C'est lui qui dispense l'éducation, c'est lui qui fait des gens instruits, et des gens instruits sont des gens qui ont une conscience qui n'est pas rudimentaire, qui est beaucoup mieux développée. Et voilà comment toutes ces instances qui apparaissent et qui sont en un sens supérieur à l'État et à ses lois, toutes ces instances sont le propre d'un État bien réglé. Et c'est le fait justement... Un État bien réglé doit avoir pour but, d'une certaine manière, d'obtenir que l'obéissance aux lois soit le fait de citoyens qui les approuvent, soit le fait de citoyens qui approuvent les lois et qui les ont comprises. C'est ce que disait Pascal. Le peuple obéit aux lois à cause qu'il les croit justes. Alors ça ne dispense pas d'obéir, on doit obéir à la loi parce que c'est la loi. Mais cela dit, dans un État bien fait où on veut que les lois soient respectées, il faut que les gens croient, pensent que les lois sont justes. Et c'est donc aussi l'objectif d'un État bien réglé que de faire en sorte que les lois soient comprises, que les lois soient admises par les citoyens. Et c'est ce genre d'État qui... Vous voyez qu'un État où l'on ne reconnaîtrait pas le droit d'être en accord avec sa conscience en obéissant aux lois, c'est un État qui brimerait les droits de l'individu. Ce ne serait pas un État libre. C'est ce que Spinoza appelle un État violent. Mais en retour, ne l'oubliez pas, c'est justement l'un des bienfaits des lois que de produire des esprits capables de les comprendre et capables de les critiquer, et même, le cas échéant, capables d'insurrection. Vous voyez que c'est ça, sans doute, le meilleur effet de l'obéissance aux lois, qui ne saurait être quelque chose de stupide ou de moutonnier. Il faudrait que vous mesuriez d'une manière qui ne soit pas elle-même aveugle, évidemment, ou naïve, mais il faut mesurer tout ce qu'on doit à l'État. Et une bonne lecture sur ce point, c'est l'Apologie de Socrate, où Socrate explique qu'il est condamné injustement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais il explique tout ce qu'il doit à l'État. Et cette dette fait qu'il ne s'enfuit pas, il va au-devant de sa condamnation, il l'accepte et même d'une certaine manière la comprend. Il faut mesurer tout ce que nous devons à l'État. Et la preuve, je dirais même, si on peut aller jusqu'au bout, mais je ne vois pas pourquoi la philosophie n'irait pas jusqu'au bout, c'est que le plus souvent, lorsque, au nom de notre conscience, nous nous indignons devant certaines lois ou devant certaines pratiques dans certains pays, c'est une conscience formée dans d'autres pays et dans d'autres cultures qui fait cela. En d'autres termes, il faudrait examiner ce qu'on appelle le droit d'ingérence, c'est-à-dire c'est notre culture, et je ne veux pas dire par là, bien au contraire, que ce soit relatif, mais c'est une certaine culture développée dans certaines conditions qui arrive à comprendre que certaines lois dans d'autres pays sont totalement inacceptables. Mais dans les pays concernés, c'est beaucoup plus difficile, pour toutes sortes de raisons, d'accéder à cette conscience. Donc, vous allez me demander, faut-il dire alors qu'il est permis de désobéir à ces lois au nom des droits de l'homme, du droit international? Je répondrai d'une certaine manière tout au contraire. C'est-à-dire, faut veiller à ne pas répondre abstraitement ou de manière compliquée. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait savoir, je vais analyser un autre exemple un peu plus lointain pour qu'il ne soit pas trop dramatique. Il faut se demander, quand on parle ainsi de lois inacceptables, s'il s'agit vraiment de lois ou en quel sens.
ou de ce qu'on appelle les mœurs, ce qui n'est pas pour autant acceptable, ou tout simplement de préjugés ancrés dans la population. Tout à l'heure, j'ai pris un peu délibérément, par provocation, l'exemple des gens qui se croient autorisés à ne pas payer dans le métro. Je vous ai dit, c'est ou des fraudeurs ou des hypocrites et la graine de dictateurs, puisqu'ils s'acceptent d'une loi commune. Je vais prendre un autre exemple pour compléter un peu plus dignement. Vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de Rosa Parks. Nous sommes toujours dans les transports en commun. Alors certes, elle payait son billet, mais vous savez que dans certaines villes des États-Unis, à cette époque, c'était dans les années 50, je crois, il y avait dans les autobus des places réservées aux Blancs, les bonnes, et d'autres réservées, si on peut dire, aux Noirs. C'était la loi. Bon. Et Rosa Parks a ostensiblement utilisé les places réservées aux Blancs, ce qui a fait scandale, etc. Elle n'était pas absolument seule d'ailleurs. Alors, que faisait-elle là? Vous voyez que c'était certainement pas un cas de pure et simple désobéissance aux lois parce qu'elle voulait être bien assise. Il ne s'agit pas de ça du tout. Elle ne voulait pas resquiller une place assise. Son action était, je ne dirais pas tout simplement, mais enfin, c'est pas la minorer, au contraire, son action était une sorte de manifestation pour faire comprendre, pour faire changer les choses, pour faire changer les lois. Vous voyez qu'il y a derrière tout cela, derrière les lois inacceptables, il y a toujours un problème de pédagogie qui peut être quelquefois violente, qui peut être quelquefois difficile, mais il s'agissait, et après tout, ça peut marcher, il s'agissait de faire comprendre à l'époque à une certaine opinion publique que la discrimination raciale est indéfendable, tout simplement, mais totalement. Alors, vous voyez qu'on ne peut ici éviter de poser le problème des cultures, c'est beaucoup plus compliqué qu'une pure et simple désobéissance à la loi, ces choses-là. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est relativement clair dans la mesure où, d'une manière qui ne va pas contre la bonne compréhension des lois, la morale ou la conscience ne nous écarte pas de cela. Je conclus donc, et après nous pourrons essayer de discuter. Vous voyez que le problème qui était posé n'est pas un faux problème. Il n'est pas exactement faux. Le problème était contourné parce que qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une instance réellement supérieure aux lois données, l'insurgé a toujours à assumer une situation de guerre civile. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas le faire, mais il n'a jamais à demander l'autorisation de s'insurger. L'insurgé est radicalement critique et il prend ses responsabilités. Et c'est par là seulement d'ailleurs qu'il peut être capable de fonder quelque chose et pas seulement de détruire. Mais ne l'oubliez pas, je l'ai dit, l'insurrection, c'est pas le quotidien, ou en tout cas, si je peux employer cette formule, c'est pas le quotidien tous les jours. Et c'est pour ça que la philosophie peut aussi être victime de fiction. J'y insiste. C'est pas correct d'arguer d'exemples historiques exceptionnels et hors d'une situation réelle pour essayer de critiquer l'obéissance aux lois en général. L'obéissance aux lois en général, je le répète, selon la loi, elle est absolue et elle le reste. Et puis, n'oubliez pas que dans le cas le plus général, désobéir aux lois, c'est-à-dire pas dans le cas véritable de l'insurrection véritable, désobéir aux lois, c'est presque toujours manquer de respect aux autres. Et les justifications, l'hypocrisie ne font qu'aggraver cela. Parce que non content de manquer de respect aux autres, on se croit plus intelligent que les autres, voire en avance sur eux lorsqu'on se met au-dessus des lois. Alors tout ce qu'on peut dire, et en toute rigueur, c'est que, on peut quand même dire ça, c'est que les seuls